Chers abonnés de ma page Facebook, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de notre émission hebdomadaire de formation à la culture juridique du citoyen, le droit dit quoi? Vous avez été très nombreux à nous écrire, à nous envoyer des messages d'encouragement et de félicitations par rapport à ce nouveau concept. Nous vous en remercions, nous vous disons vraiment merci. Ce sont des messages qui nous ont touchés. Et sachez simplement que c'est votre espace, c'est notre espace que nous voulons pour une Côte d'Ivoire véritablement de droit. C'est pourquoi nous invitons donc tous ceux qui nous regardent en ce moment à partager cette page. Je vous laisse le temps, partagez déjà, commencez à partager pour que tous ceux qui veulent vraiment s'abonner à la culture juridique puissent venir pour qu'ensemble nous puissions faire ce chemin. Aujourd'hui, nous avons des cas intéressants, des cas qui vont nous permettre de véritablement rentrer dans un cadre nouveau par rapport à ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, le premier cas est celui-ci. Un monsieur nous a écrit pour nous dire « Cher maître, j'ai une préoccupation que voici. J'ai emprunté la somme de 13 millions de francs CFA auprès d'une banque de la place. » Il nous a dit le nom de la banque, mais ce n'est pas nécessaire que nous puissions en parler ici. Alors, donc, nous mettons banque de la place pour une durée de 7 ans. Il reste 4 ans pour finir de rembourser cet argent. J'ai été licencié le mercredi 21 octobre 2020 pour perte de confiance par mon employeur. Et mon employeur a viré mon solde de tout compte dans cette banque-là. Le week-end du 24 au 25 octobre 2020, j'ai tenté de prendre de l'argent au guichet automatique. C'était impossible. Donc tout le week-end, il a tenté de prendre de l'argent, c'était impossible. Le lundi 26 octobre 2020, il est parti donc voir sa gestionnaire, comme il le dit, je vais voir ma gestionnaire, et voici la réponse de ma gestionnaire. Votre employeur nous a informé que vous ne travaillez plus dans l'entreprise. Il a viré votre solde de tout compte. Comme votre crédit n'est pas totalement apuré, votre crédit n'est pas totalement remboursé au niveau de notre banque, nous avons saisi, nous avons rendu indisponible votre solde afin de vous demander de venir nous voir pour que vous puissiez dire comment est-ce que vous allez faire pour nous rembourser. Alors maître, je ne maîtrise pas le droit, mais est-ce que cette action, ce comportement de ma banque est conforme au droit? Le droit dit quoi? Voici notre réponse. Il est important de savoir une chose importante. Le banquier, en saisissant l'argent de son client, pose un acte très important en droit. C'est quoi? C'est une saisie qu'il vient de faire en droit. C'est-à-dire le fait de ne pas permettre à son client de disposer de son argent comme il le voudrait, c'est une saisie en droit. La question, est-ce que le banquier, parce qu'il est banquier, peut-il s'affranchir pour faire français pour nous tous? Peut-il être en droit? Ou encore, le banquier a-t-il raison en droit de bloquer l'argent de son client sans une décision de justice, sans un acte judiciaire? Nous pensons que non. Le banquier ne peut pas le faire. Nous allons parler bien plus tard de ce qu'on appelle le droit de rétention. Mais nous ne voulons pas mélanger les deux choses. La préoccupation de notre abonné est très claire. Le banquier n'avait pas le droit
Parce que les deux parties se sont entendues. C'est-à-dire, notre abonné et la banque se sont bien entendus. La dette va jusqu'en 2023. Et ce que notre abonné doit à la banque, c'est le paiement par mois pour rembourser sa dette. Ce n'est pas parce qu'il ne travaille plus dans la société que la banque va se croire en droit de bloquer le compte de son client. Nous pensons là qu'il y a une erreur, une faute de la banque. Si la banque estime qu'il y a ce qu'on appelle une menace sur son recouvrement, c'est-à-dire la possibilité pour la banque d'avoir son argent, donc menace sur le recouvrement, si la banque estimait qu'il y avait une menace sur le recouvrement, c'est-à-dire encore pour expliquer que son client qui était venu prendre de l'argent, du fait qu'il soit renvoyé de sa société, va être en difficulté pour pouvoir rembourser la dette, c'est ça qu'on appelle la menace sur le recouvrement, la banque obligatoirement devait prendre ce qu'on appelle un acte de saisie conservatoire auprès du juge avant de faire cette saisie. La banque est en faute. La banque est d'autant plus en faute, selon nous, qu'il s'agit ici d'un solde de tout compte qui se rapporte à une prestation de travail, c'est-à-dire à un travail. Donc c'est un salaire. Il s'agit de salaire. Et nous connaissons tous le caractère alimentaire du salaire. La banque ne pouvait pas, sur la base de cette réalité juridique, bloquer le compte de son client. Nous estimons que cet acte, selon nous, notre consultation que nous pouvons donc donner ici, nous pensons que c'est un acte grave, c'est une faute très grave de la banque, qui ouvre le droit pour cet abonné de saisir les juridictions pour faire constater cette faute de la banque et ensuite demander des dommages et intérêts. Mais avant donc cette action, il suffit d'écrire à la banque, écrire au gestionnaire pour faire constater ce fait et amener ce gestionnaire à immédiatement débloquer votre compte, car son attitude ne repose pas sur le droit. Voici ce que nous pouvons donner comme réponse à notre abonné. L'attitude de sa banque est une faute. Elle n'avait pas le droit de saisir son compte sans une décision de justice. Si la banque estimait sa créance menacée, elle devait prendre ce qu'on appelle un acte de saisie conservatoire, une autorisation de saisie conservatoire, qui est une ordonnance, à partir de ces explications présentées devant le juge en ce qui concerne une menace sur le remboursement de la créance. Si le juge l'autorisait, alors la banque était en droit de bloquer, était en droit de saisir le compte. En dehors de cela, ce que vient de faire la banque est très grave et expose cette banque à des paiements de dommages et intérêts. Deuxième préoccupation que nous avons retenue nous vient d'une dame. Elle nous dit ceci: cher maître, en 2017, je me suis marié sous le régime de la communauté de biens.
Mon père est décédé en 2018 et à la suite de la succession, la liquidation, le partage, j'ai été bénéficiaire de 2 villas. 2019, ces villas m'ont été donc données. Maître, quel est le statut de ces 2 villas? S'agit-il de biens communs? Est-ce que mon époux peut avoir des droits sur ces biens en cas de divorce? Que dit le droit? Ce que nous pouvons donner comme réponse tire sa référence, ou du moins son fondement, dans la loi sur le mariage. Il s'agit de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 sur le mariage. Et l'article, ou du moins la disposition, la phrase, pour faire court, qui nous intéresse ici, pour pouvoir donner la réponse à cette préoccupation, c'est l'article 73. L'article 73. Cet article dit quoi? Cet article énumère en fait les biens qui sont propres aux époux, même lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'on est marié sous le régime de la communauté de biens que tous les biens que nous avons appartiennent à la communauté, c'est-à-dire appartiennent au monsieur et à madame. En faisant le choix de la communauté de biens, il y a des biens qui sont déterminés par la loi comme appartenant à monsieur et madame, et il y a d'autres biens qui échappent, qui n'appartiennent pas forcément à monsieur et madame, mais qui appartiennent à l'un des époux, l'un des mariés. La question qui nous est posée, je l'ai dit tout à l'heure, va donc prendre sa réponse dans l'article 73 de la loi que j'ai citée, 2019-570 du 26 juin 2019. Qui dit quoi? Qui dit que même si on est marié, je paraphrase pour bien vous expliquer, même si on est marié sous le régime de la communauté de biens, il y a certains biens qui appartiennent en propre aux époux. Il s'agit de quels biens? Il s'agit des biens que l'un des époux a eu avant le mariage. Donc si vous êtes marié le 15 décembre 2019 par exemple, les biens que vous avez eus avant le 15 décembre 2019, même si le 15 décembre 2019, lorsque vous êtes allé à la mairie, vous avez dit à l'officier, c'est-à-dire au maire, qui vous posait la question de savoir, voulez-vous opter pour le régime de la communauté de biens ou de la séparation des biens? Vous dites communauté de biens. Ok, vous avez dit communauté de biens. Mais avant ce jour-là de ce mariage, vous aviez, par exemple, une maison. Cette maison, c'est votre maison personnelle. C'est pour vous. Ce n'est pas la maison des époux. Ça, ce sont les biens avant. Si vous avez une voiture avant le mariage et que vous faites votre mariage, vous dites, moi, j'opte, je veux. Ce sont les deux, hein. Monsieur et madame disent, nous optons pour le régime de la communauté de biens. C'est ça, nous sommes tous partis à des mariages, il y a eu des questions qui ont été posées, on nous a dit, écoutez, monsieur, optez-vous pour le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens? Les gens ont dit, communauté des biens, hein, puis allez, les applaudissements, communauté des biens. Alors, si monsieur avait une voiture avant ce jour-là, 15 janvier, par exemple, 2019, 15 janvier 2019, ok? Si avant le 15 janvier 2019, il avait une voiture, il avait une maison, il avait, je veux dire, des biens, ces biens-là sont propres au monsieur.
ces biens n'appartiennent pas à la communauté. Après le mariage, il y a des biens qu'on acquiert, mais ce n'est pas tous les biens qui vont appartenir à la communauté. Ici, madame nous dit le partage des biens de son défunt père. Elle a eu 2 villas. La loi dit que les biens qu'on acquiert par succession ou par donation, ce sont les biens qui sont propres. Ça veut dire que si Pierre et Pauline sont mariés sous le régime de la communauté de biens et que Pauline reçoit un bien, reçoit une maison du fait de la succession de son père, le bien que Pauline va recevoir, c'est un bien qui appartient à Pauline seulement. Sauf si le père en décédant, il fait, je vais dire par succession, par le testament, il dit, je donne ce bien-là, hein, quand je décède, le jour où je décède, ce bien-là doit appartenir à Pauline et à Pierre. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, si c'est Pauline seulement qui a son père qui est décédé, et que le père, donc, la succession s'ouvre, et que Pauline reçoit les 2 villas de la succession de son père, ces 2 villas-là vont appartenir seulement qu'à Pauline, bien que étant dans un régime de communauté de biens. Et je pense que la réponse que nous pouvons donner par rapport à ce cas, par rapport à cette préoccupation, c'est de dire à notre chère abonnée que le bien qu'elle a reçu va appartenir seulement qu'à elle. C'est son bien personnel, c'est son bien propre, on dit en droit, le bien propre, c'est son bien. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Le jour où elle veut vendre, elle peut vendre ce bien sans la signature de son époux. Mais bon, le mariage, c'est une entente, mais le statut du bien en droit, c'est un bien propre. Voici la réponse que nous pouvons donner à cette deuxième préoccupation. Nous allons revenir justement sur les régimes matrimoniaux. Il y a une dame qui nous a écrit pour nous dire maître, moi je fais le commerce, mon mari, lui aussi, il est dans les affaires. Nous allons nous marier bientôt en décembre. Elle nous a donné la date de leur mariage en décembre. C'est très bientôt. Maître, je vous en supplie, parlez-nous des régimes de la communauté des biens. Est-ce qu'on doit opter pour le régime de la séparation des biens? Est-ce qu'on doit opter pour le régime de la communauté des biens? Nous sommes mariés, mais nous faisons des affaires. Quel est le régime qui est bien pour nous? Voilà. C'est une préoccupation. Nous allons répondre à cela certainement la semaine prochaine parce que leur mariage, c'est en décembre. En tout cas, on fera tout. On fera tout. Le mariage, c'est en décembre. On va vous répondre avant cette date-là. Voilà. Je l'ai toujours dit. C'est une bonne chose et c'est beaucoup avec le cœur serré car chaque fois, je dois vous quitter. Notre émission, le temps qui nous a été imparti, arrive et voilà, c'est avec beaucoup voilà, on n'a pas envie de vous quitter, on n'a pas envie de vous quitter. Nous allons nous retrouver, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de préoccupations, il y a des travailleurs qui nous appellent, il y a tellement de préoccupations. Quels sont mes droits lorsque je suis convoqué à la police? Maître, est-ce que on peut me convoquer seulement au téléphone, de façon verbale? Maître, en matière de perquisition, est-ce qu'on peut perquisitionner ma maison à mon absence? On a tellement de préoccupations lorsque vous nous écrivez. Mais malheureusement, le temps. Nous sommes obligés d'organiser les choses comme ça. Alors, partagez cette page, partagez. Nous aspirons à la construction d'un état de droit en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vont maîtriser leurs droits. Le droit dit quoi? Afin que nul n'en ignore. Nous nous engageons à vous former, nous nous engageons à vous donner les éléments pour que vous soyez des citoyens vraiment avec une culture juridique. Toutes les fois où vous allez vouloir signer un document, vous allez d'abord dire le droit dit quoi. Vous allez vouloir donc prendre un crédit, le droit dit quoi. Vous voulez acheter
une maison, le droit dit quoi? On vous convoque quelque part, le droit dit quoi? Pour qu'en Côte d'Ivoire, ce soit le triomphe du droit sur toute autre chose. C'est là ce que nous nous engageons à faire dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire que nous aimons. Partagez cette page, faites aimer cette page. À vendredi prochain, même heure, 11 h, sur la page Facebook de Maître Ndrick Lavert. Nous vous aimons. À très bientôt.